moi, c'est beaucoup plus vulgaire d'ignorer le monde, d'ignorer ce qui se passe au monde et, et de faire par exemple, de petites comédies sentimentales alors que le monde est en feu. Je trouve ces comportements dans très très mauvais goût. Vous avez signé une pétition en amont, c'était publié par Libération et Variety, qui demandait au festival notamment et au milieu du cinéma de ne pas invisibiliser justement ce qui se passe à Gaza. En parallèle, malheureusement, il y a eu le décès de Fatma Ossana, qui est dans le film de Sepideh Farsi un mois avant. Mm. Je voulais savoir si pour vous, il y a comme une omerta, comme on dit, c'est-à-dire une décision de se taire en fait sur le sujet, que ce soit à Cannes mais aussi dans le monde du cinéma en général. Je pense qu'en général, on peut dire que le monde du cinéma, que ce soit à Cannes ou ailleurs, est atteint par une vague de, on peut l'appeler poliment prudence. On peut être moins poli et dire manque de courage ou lâcheté. Ça se voit, je pense, par toutes sortes de niveaux, mais on aime le cinéma, donc je pense qu'on veut croire que la forme et le contenu. Donc je pense que les gestes du cinéma sont souvent parallèles sont souvent parallèles aux gestes politiques. Donc pour moi, il y a un parallèle assez fort entre un certain cinéma et, et la capacité dans l'univers qui aurait dû être toujours en avant sur les autres, en poussant un cri, en faire montrer ce que tout le monde ne veut pas voir, à forcer les gens d'ouvrir les yeux. Et toujours, parfois j'ai l'impression que ce monde se cache derrière le dos d'hommes politiques. C'est quand même fou que Emmanuel Macron soit plus courageux que 95% des figures du cinéma. Et quand même, Emmanuel Macron, pas Che Guevara, un homme politique tellement mainstream. Et j'ai l'impression, oui, que le seul. Parfois, on a l'impression que le seul conflit ou c'est le cas sensible ou polémique sur lequel le cinéma peut parler aujourd'hui sont des choses qui sont devenues déjà des faits historiques. C'est des polémiques qui ont été déjà c'est des conflits qui sont plus polémiques, c'est des polémiques sur lesquelles on apprend je sais pas, à l'école maternelle et dans un livre d'histoire. C'est très facile de faire un film sur mais sur des conflits pareils. Mais le cinéma est censé être toujours en avant. Et il est censé, là il voit du feu, il doit courir vers le feu, faire un saut à l'intérieur ou parfois attiser le feu lui-même. Il me semble que à l'époque, le film, quand il avait été annoncé en projet, c'était avant les faits du 7 octobre 2023. Et je voulais savoir à quel moment, enfin, de quelle manière ça s'est intégré dans le script, ces événements. Ouais, donc en fait, moi j'ai mon inspiration de base, ça touche un peu le début de notre conversation, mais mon inspiration de base était de parler de parler d'abord de l'état de l'artiste dans un moment où ces mots, j'ai l'impression, perdent de plus en plus et son sens. Je pense on a tous été on a tous un peu grandi, moi-même aussi, sur ce mythe de cette figure de l'artiste qui se positionne face aux choses, face au pouvoir, face à l'État, face à ceci, face à cela,
ne sais pas si c'était comme ça en réalité, mais au moins il y avait ce mythe. Il y avait ce mythe de l'artiste qui utilise son pinceau, son stylo, sa caméra en forme de bombe pour eux qui n'ont pas de bombe. Et je pense que c'est... Moi j'ai l'impression qu'il continue aujourd'hui à nourrir ces mythes, c'est presque complaisant. C'est-à-dire parce que il a été écrasé cet artiste comme beaucoup, comme les critiques par exemple, la critique, comme la presse, il a été écrasé sous ce rouleau compresseur du fric, vulgarité et autorité, l'idée de la bien vivre. Il a été écrasé. C'est quand même ridicule d'écrire un duel entre une fourmi et un éléphant. Donc, pour parler de l'éléphant, il vaut mieux parler de la fourmi qui soit écrasée par l'éléphant, soit essaie quand même de trouver sa petite place sur ses pattes. Et donc pour moi c'était ça, mais c'était aussi l'idée de parler d'un individu qui se fatigue de la politique, parce que la politique, en fin de compte, c'est ingrat et c'est assez ennuyeux. Je pense qu'il y a un temps limite sauf si c'est ton métier, mais s'il y a un temps limite qu'on peut consacrer dans cette vie à cela, alors qu'on a zéro influence en plus, alors qu'on ne bouge pas un grain d'aisselle à droite à gauche. Donc il y a un temps limite qu'on peut consacrer à ça. Donc et en plus, c'était rempli de mauvaises pensées, de mauvaises énergies. Je sais pas, au lieu de regarder le soleil, tu penses sur toutes sortes de manœuvres politiques. Donc il se fatigue de cela et il veut aimer le monde, aimer les gens, être très positif. Or qu'il vit dans un monde mauvais. Donc être très bon dans un monde mauvais. Donc ça c'était le début. Et comment finalement ce monde contamine tout, y compris les gestes les plus intimes, y compris l'amour, y compris les baisers du matin, y compris le petit déj. Et donc ça c'était le point initial. Et moi j'ai beaucoup hésité. Les producteurs, des agents et tout m'ont dit mais pourquoi en Israël? Enfin, ça c'est un truc qui convient presque, je ne sais pas si à la terre entière, mais 80% de la... Et j'ai hésité, enfin, on a commencé à penser peut-être de filmer justement ici ou là-bas. Moi j'en ai marre de faire des films en Israël. Et en plus, ça fait déjà, depuis Synonyme, je déclare toujours que c'est mon dernier film en Israël, donc ça me paraissait vraiment déjà un peu pathétique de chaque fois de faire un adieu et un an plus tard et toujours là. Et j'ai un ami comme ça, que ça fait 20 ans qu'il nous raconte que l'année prochaine vous ne me verrez plus ici, je vais ailleurs. Mais donc je suis devenu un peu cette personne-là. Mais et là il avait le 7 octobre. Et je pense qu'un peu comme Exact, j'étais rattrapé par Moi j'avais l'impression dans un moment que c'est comme si le monde te dit un cinéaste israélien, avant qu'il parle de l'amour de l'art, il faut qu'il parle de l'amour tout court. Et donc j'étais rattrapé par cela et je pense qu'il fallait être un sourd avec sans cœur ni âme pour ne pas, pour d'abord ne pas regarder. Et une fois que tu regardes que tu vois, t'as pas vraiment le choix. Donc l'idée
être très bon dans un monde mauvais existait toujours. C'est juste que le niveau de la... ça atteint au niveau démoniaque. Ouais, l'horreur Oui, atteint un niveau oui, démoniaque. oui. J'ai vu le logo du Israeli Film Fund. Comment ça s'est passé? Parce que le film est quand même très à charge contre Israël. Je me dis, toujours, il faut que je me rappelle que quand j'obtiens le soutien des Israéliens Film Fund, je suis content parce que ça rapproche l'éventualité, la possibilité de tourner le film. Mais après, si j'avais calculé la quantité du temps que je consacre à expliquer ces logos, je pense qu'en fait, je suis les travailleurs les plus sous-payés. Non, les Israeli Film Fund, oui, les Israeli Film Fund, c'est un... Je dirais peut-être deux choses. D'abord, complètement Israeli Film Fund, c'est comme le CNC, c'est-à-dire, c'est pas... Je pense, autant que je sache, peut-être je me trompe, mais c'est pas encore Rachida Dati qui décide que les scénarios soient approuvés ou pas par le CNC. Et c'est pas encore. Enfin, le ministre de la Culture, je pense qu'il a appris que c'est que hier, après la première, qu'il a appris que ce film existe. Évidemment qu'en Israël, ça change vite, et à mon avis, ça va pas durer longtemps. Et déjà, en Israël, on a deux fonds du cinéma, donc on a deux CNC. Donc, il y a ce qu'on appelle la grande fondation, il y a l'autre fondation qui est plus grande que la grande fondation, mais déjà, et qui est déjà beaucoup plus liée au gouvernement et là-bas. Mais les Israeli Film Fund, c'est encore un truc indépendant, et il a une directrice artistique qui est d'abord très cinéphile et après courageuse, et qui prend des risques que d'autres ne prennent pas. Et je pense qu'un des plus grands risques qu'elle a pris, ou peut-être le plus grand risque qu'elle a pris, c'était de soutenir ce film. Et Israël, c'est pas la Chine, c'est pas l'Iran. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais c'est très différent. En Israël, je pense, par exemple, en Israël, on ne jette pas encore de cinéastes, on n'est pas encore des cinéastes en prison, mais en grande partie parce qu'ils construisent eux-mêmes leur propre prison, quoi. Je veux dire, les gens, les prisons idéologiques, la plupart des gens, je veux dire, on n'est pas, d'habitude, on ne doit pas jeter les rebelles en prison parce que la plupart des gens n'ont aucune envie de faire une rébellion. Mais oui, mais l'histoire israélienne est différente. Et par rapport au clip diffusé dans le film, avec l'hymne en fait, comment ça s'est passé? Parce que je crois qu'il est préexistant, c'est ça? Il existe déjà? Ouais, c'est... Après que la guerre a éclaté, et... Enfin, moi je suis arrivé en Israël quelques jours après le 7 octobre, parce que je voulais voir et comprendre et écouter les gens et tout. Et je me souviens que c'était vraiment une expérience. D'un côté, il y avait un pays dans un état de deuil, et il y a toujours une forme de grâce dans le deuil. Je pense qu'en voyant le film, on voit que pour moi la grâce, c'est pas ce qui caractérise forcément ce pays, mais là-bas il y avait il y avait un état de grâce que je connaissais pas jusqu'à alors. Et moi-même, je pense que j'étais rempli de grâce, enfin, ou d'empathie, parce que le pays était dans un état de choc. Et il y avait d'ailleurs cette idée il faut continuer à faire la fête, parce que ça, c'est notre victoire sur evil, comme on dit. Le mal. Le mal. Mais, et en même temps, donc, j'ai rencontré plein de gens, et j'ai écouté des gens que je connais aussi. Et ce qui était évident pour moi, c'est que d'abord, tout ce deuil est hyper compréhensible, mais il va finir avec les pires atrocités possibles.
Et que aussi, ce qui était fou, c'est que plus ou moins tous les gens que je connaissais, et des gens que j'aime beaucoup, certains, ont été au service de, du pays, du coup. Enfin, et ils voyaient ça, et je comprends. C'est-à-dire, je sais pas, réalisateurs qui filment des témoignages sur les horreurs commis le 7 octobre. Et chef-op qui les filme, chef électricien qui met la lumière, monteur qui monte, et chanteurs qui vont chanter aux soldats. Et enfin, donner des concerts aux soldats. À la base, tout était logique. Je veux dire, oui, tout était logique. Je veux dire, les horaires ont été commis, les gens, il fallait donner de la place à ça, il fallait cadrer ça, tourner ça, montrer ça. Mais en même temps, c'était tellement évident que tout ça mène une sorte de ligne droite à une vengeance d'une dimension biblique. Et donc j'ai vu ça, et vraiment, je pense que pour ces gens, c'était basé sur une sorte d'idée de bonté. Enfin, pour eux, il fallait être. C'était ça la bonne chose à faire. Autour d'eux, les gens ont souffert, eux-mêmes ont souffert. Il fallait. Là, c'était le moment d'arrêter avec l'esprit contradictoire, d'arrêter avec tous ces côtés enfant gâté qui dit non, et de se donner. Mais tu te donnes à ça et tu termines avec bientôt, je ne sais pas, 60 000 morts. Donc tout cela et donc cette chanson, plein de toutes sortes d'associations qui sont fondées sur les moments pour faire ceci, pour faire cela, pour expliquer au monde la propagande. L'école de cinéma où je faisais mes études, j'ai enseigné un peu, même si je n'aime pas trop faire ça. Tous les étudiants, dans leur temps libre, ils se consacrent à faire la propagande. Enfin, il y a un mot en hébreu qui est intraduisible. En hébreu, on n'appelle pas ça propagande, parce que propagande c'est un mot péjoratif. On appelle ça hasbara, qui veut dire littéralement explication. Alors, il y avait cette idée, il faut expliquer au monde. Les Israéliens, ils se sentent toujours mal compris. Et donc plein d'initiations comme ça, et une association, par exemple, qui s'appelait l'Union civique, composée plutôt des gens de la pub, des gens des coms, etc. Des gens qui viennent vraiment du milieu de la société, enfin pas du tout, ni des extrémistes, ni rien. Et qui composent, qui prennent une chanson israélienne ultra mythologique, vraiment une sorte d'hymne. Par exemple, la chanson que, je sais pas, Yitzhak Rabin a adoré plus, une chanson des 48, qui apprenait quand même l'amour sanctifié par les sangs, comme le truc fondamental d'Israël, après la fondation du pays, et déforme le reste de paroles à une chanson qui est censée de remonter la morale du peuple blessé et la morale des soldats qui sont en train qui sont au tout début de l'invasion terrestre sur le terrain, et qui prônent, oui, le génocide. Mais ce qui aussi était fort, c'est que dans cette vidéo, donc il appelle ça la chanson de la génération de la victoire, et il filme que des enfants qui chantent ça, parce que l'idée était que la nouvelle génération israélienne se contente plus de rien, sauf de la victoire absolue. La victoire absolue, c'est le néant. C'est le néant. C'est qu'il n'y aura plus rien là-bas. Et oui, donc j'ai vu cette chanson. D'ailleurs, il y avait aussi d'autres chansons du même esprit. Chansons pop, chansons rap, chansons tout ce que vous voulez, avec vraiment des paroles que vous ne pouvez pas imaginer. Et je me suis dit, dans un film sur
musicien. Et un film qui commence avec des tubes de pop et qui fait tout en traversée par des chansons et qui se termine avec Annie. Ouais, c'est une excellente idée d'ailleurs, l'accompagnement musical du film. À ce niveau. Du coup, c'est votre dernier film en Israël ou c'est. La question piège. Parce que le film se termine de manière assez explicite sur le départ en fait, Ouais. main dans la main. Mhm. Non, enfin oui, je pense que le film se termine sur peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le geste la plus brûlante d'amour d'aller nulle part ensemble, ou d'aller ensemble nulle part, ou je ne sais pas si d'une certaine manière dans le film c'est le seul geste d'amour possible, parce que tout ce qui est... Chaque fois que l'amour est censé démener quelque part, il est pollué. Il est pollué. Donc, et c'est-à-dire d'un côté, oui, comme tu dis, le film se termine avec un départ, de l'autre côté c'est un départ vers nulle part. Et ce qui permet aussi l'idée de contourner le globe pour terminer au même point où tu as commencé ton chemin. Donc je ne fais plus de promesses parce que sinon, je ne sais pas, dans quelques années on se trouvera sur ce balcon, sur un autre balcon et tu me poseras la même question. Mais donc je dirais pas oui ou non, je dirais peut-être.